Contrairement à son copain Beauvert, le vaudois François Genoux n'a pas gravi les échelons dans l'appareil nazi. Il vit de trafic d'or et de devises entre Berlin, Bruxelles et Genève et connaît tous les passeurs du Jura. Il rend compte régulièrement au service suisse, tout en collaborant avec celui qu'il appelle Mein Bruder, mon frère, son agent traitant du Sicherheitsdienst, le lieutenant SS et commissaire de police Paul Diekopf. Et d'après ses propres dires d'agent multicarte, c'est son engagement nazi qui est le plus sincère. Cet été-là, l'armée rouge taille en pièces les Panzerdivision à Kursk et les Alliés débarquent en Sicile, en s'appuyant sur la mafia. Les Allemands lucides comprennent que l'Allemagne a perdu la guerre et commencent à préparer leurs arrières. Diekopf demande à François Genoux de l'aider à passer en Suisse, ce que ce dernier finit par accepter. Le SR suisse interroge longuement le lieutenant SS, tout prêt à rendre service. Heinz Felfe, son collègue de la SS, chef du poste d'espionnage allemand à Berne, est rappelé précipitamment à Berlin. L'une de ses tâches en Suisse consistait à changer une partie des 134 millions de fausses livres sterling imprimées par le Troisième Reich. On suppose qu'une partie de la fausse monnaie arrivait en Suisse par les valises de Genoux. Ce dernier ouvre alors un bar à Lausanne en association avec Paul Diekopf, qui entre-temps s'est fait recruter par Allen Dulles. Depuis Berne, Dulles coordonne tout le renseignement américain en Europe. Après un long débriefing sur l'état du Reich, Diekopf rejoint les armées américaines et françaises qui pénètrent en Bavière, où il sait à nouveau se montrer utile. Partout, des réunions secrètes préparent l'après-guerre. À Genève se réunissent les chefs des réseaux de résistance humanistes et chrétiens. Un pasteur hollandais, fondateur du Conseil œcuménique des Églises, a invité Français, Italiens, Hollandais, Belges et Allemands à publier la Déclaration des résistances européennes. Identifiant le nationalisme comme cause première des guerres, Altiero Spinelli, Henri Freinet, Ernesto Rossi et Wilhelm Wisserthof appellent à la dissolution des souverainetés nationales dans une fédération européenne qui va bien au-delà de l'actuelle Union européenne. Au contraire, en Alsace, un aréopage discret veut préserver la puissance de l'économie allemande et rassemble un trésor de guerre en Suisse. Ces industriels et grands commis de l'État ne sont pas des nazis convaincus. Ils sont même plutôt proches des auteurs de l'attentat contre Hitler, et même s'ils ont fonctionné à très haut niveau durant tout le Troisième Reich, ils sont adoubés par les Américains, qui refusent en revanche la proposition de paix séparée des SS transmise par les services suisses, même si Schellenberg promet l'arrêt de l'Holocauste en échange. Début 1945, les Soviétiques sont encore des alliés et les nazis des ennemis. Eisenhower interdit tout contact avec eux, même après-guerre. Diekopf et ses petits camarades se retrouvent donc sans ressources. Genoux aide le général Ramke à s'enfuir des prisons françaises. Un exploit peut être facilité par les services français qui le propulsent dans l'intimité des dignitaires nazis. Il en profite pour éditer les mémoires de Hitler, Goebbels et Bormann. La chape soviétique, qui s'abat brutalement sur l'Europe de l'Est, fait remonter la cote des anciens espions SS. Devenu big boss de la CIA, Allen Dulles va les utiliser plus que de raison. Son protégé, Diekopf, se retrouve propulsé à la tête du BKA, la police criminelle ouest-allemande qui supervise le contre-espionnage. Ancien chef de l'espionnage allemand en URSS, proche de Canaris et des auteurs de l'attentat contre Hitler, le général Reinhard Gehlen met tous ses réseaux des pays de l'Est au service de la CIA, devenant le premier patron du BND, le Bureau de renseignement fédéral. Chef de cabinet du nouveau chancelier Adenauer, Hans Klopke est l'un des auteurs des lois juives d'avant-guerre. Démocrate chrétien, sa candidature au parti nazi avait été refusée. Le voilà chapeautant tout le système de sécurité ouest-allemand. Robert Pferdmenges, ami d'enfance d'Adenauer,
devient ministre des Finances. C'est lui qui a géré la banque Solomon Oppenheim pendant la guerre, après que le baron Max von Oppenheim, le père du djihad allemand, ait été fait à rien d'honneur. Problème, des dizaines de ces anciens nazis sont des doubles soviétiques ou le deviennent. Le KGB a récupéré les archives nazies à Berlin et s'en sert pour les faire chanter. Heinz Pfeffer, l'ancien faux monnayeur de Berne, où il a bien connu Allen Dulles, est ainsi devenu le chef de la lutte anticommuniste au contre-espionnage allemand. Mais 15 ans durant, il est aussi rétribué par le KGB. De l'autre côté du mur, et dans les goulags où croupissent les prisonniers de guerre, la Stasi est-allemande recrute aussi beaucoup d'anciens nazis. Tous les anciens agents islamisants et ou arabophones du baron Max vont ainsi se retrouver envoyés au Moyen-Orient.